Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission Aliancy Inspiration au sein du média de la rédaction d'Aliancy. Nous avons la chance, comme toujours, d'étudier des cas de transformation, des organisations qui se posent des questions, qui mettent en place des solutions pour réussir leur transformation numérique, avec à chaque fois des angles, des défis qui se posent différemment. Cette fois-ci, on va parler de transformation de systèmes d'information complexes, de SI fragmentés, mais aussi des impacts de l'accélération de l'IA, notamment sur les Digital Experience Platforms, la création de contenu pour les entreprises, et également la difficulté de faire face au risque de ne pas s'enfermer dans des dépendances technologiques quand on est sur des transformations de SI complexes. Et pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir mes deux invités, Philippe Reyac, donc responsable du développement des applications et des opérations pour le Conseil de l'Europe. Bonjour. Tout à fait. Bonjour. Et Moussalam Dalati, directeur général France, Moyen-Orient et Afrique de l'AIFRE. L'AIFRE qui est un spécialiste justement de la DXP et de ces sujets-là. Bonjour Moussalam. Bonjour. Alors messieurs, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, mais j'aimerais qu'on passe un peu de temps sur la compréhension de ce qu'est le Conseil de l'Europe, parce que le terme peut être connu, mais je ne suis pas sûr que tous nos spectateurs voient exactement le périmètre d'action du Conseil de l'Europe. Donc Philippe, est-ce qu'on peut revenir sur ce périmètre, les missions, les défis du Conseil de l'Europe dans une présentation rapide ? Alors, merci de me donner la parole, parce que c'est vrai que le Conseil de l'Europe, souvent, n'est pas toujours connu du grand public. Le grand public, il fait souvent un focus sur ce qu'est l'Union européenne, la Commission européenne, le Parlement européen. Le Conseil de l'Europe, c'est l'organisation internationale qui traite du droit humain depuis 1949. Elle inclut 46 pays membres et surtout, elle se repose sur 700 millions d'Européens. Donc, c'est une vieille organisation qui travaille autour de trois axes que sont l'état de droit, la démocratie et les droits de l'homme. Elle émet des conventions, des traités, et elle fait en sorte qu'ils soient respectés. Donc il y a beaucoup de ces traités qui sont très connus. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais bien sûr il y a la Convention des droits de l'homme par rapport à la Cour des droits de l'homme que tout le monde connaît. Et il y a aussi des conventions moins connues, mais qui sont importantes, c'est la Convention d'Istanbul, pour tout ce qui est protection des droits de la femme, ou la Convention de Lanzarote, qui concerne les droits de l'enfant. Donc il y a plein de textes, il y en a à peu près 200, qui ont été élaborés par le Conseil de l'Europe. Et le Conseil de l'Europe met en œuvre ces textes qui sont approuvés par les différents pays membres. Et il y a un système de monitoring qui permet de suivre comment sont appliquées ces conventions. Donc c'est le gros de l'activité du Conseil de l'Europe, avec le travail fait par la Cour européenne des droits de l'homme qui est très important. Beaucoup de contenu, beaucoup de membres du coup et de contributeurs différents. 46 pays membres et voilà. Très bien, c'est beaucoup plus clair effectivement sur ce périmètre. Moussalam, justement, l'AIFRE accompagne, je crois, le Conseil de l'Europe depuis 15 ans maintenant. C'est le temps long sur les sujets de transformation numérique qui nous animent. Ce serait intéressant de revenir sur qui est l'AIFRE et justement quels sont les éléments clés de ce partenariat. Oui, en fait, l'AIFRE, c'est un éditeur de la DXP, comme vous l'avez dit au début. Donc, on est un éditeur qui est maintenant sur le marché depuis plus que 20 ans. Et on a ce partenariat avec le Conseil de l'Europe qui a commencé en année 2017. OK, ça a commencé. Et ce partenariat de 15 ans, en fait, c'est un testament de notre mission en l'AIFRE. L'AIFRE, encore une fois, c'est une entreprise qui est à fond privé et notre mission, c'est toujours vers l'innovation. Donc on a le contrôle de notre stratégie, donc on a ce contrôle-là qui nous permet toujours d'innover et d'accompagner nos clients, comme le Conseil de l'Europe dans ce cas-là, pour à chaque fois avoir les demandes, pouvoir les demandes des clients, les demandes qu'ils ont eux derrière des métiers et pouvoir les accompagner à évoluer et en même temps on a ce partenariat parce qu'on est orienté très client. Donc on est toujours proche
de nos clients, les aider dans leur approche. Donc on rentre dans leur problématique, on essaye de les aider dans cette problématique-là. Et donc, vu notre histoire, en fait, le Conseil de l'Europe, parmi les 90 clients qu'on a en France, et il est un parmi une majorité avec qui on a ces relations-là qui datent depuis plus que 10 ans maintenant. Les DXP, qui sont du coup le cœur de votre activité, ça consiste à organiser, harmoniser justement cette production de contenu qui est le propre de beaucoup d'organisations par nature, et surtout de s'adapter à leur spécificité pour éviter les problématiques et faire en sorte que tout cela soit fluide, hein, c'est ça? Exactement. En fait, dans le cas du Conseil de l'Europe, mais je pense qu'on va en parler avec Philippe, bien sûr, c'est la complexité de gérer 46 pays membres avec les contributeurs qui sont assis chacun dans son pays, avec leur culture, leur langue, produire autant de documentation, autant de contenu, et comment on arrive à gérer ça avec une plateforme comme la DXP, et rentrer dans le process, faciliter la tâche, parce qu'au final, ils produisent beaucoup de contenu et ça doit être d'une manière très rapide, accès direct au monde, parce que quand même c'est l'Europe et aussi le monde, et comment nous, avec nos systèmes et nos technologies, en partenariat avec bien sûr l'IT, avec Philippe et ses équipes, comment on a pu faciliter cette tâche-là. C'était éparpillé bien sûr, et comment nous on arrivait à consolider et arriver à les aider à faire ces contributeurs. Alors Philippe, justement, si on doit résumer aujourd'hui, c'est cette complexité, on va dire, hein, du système d'information du Conseil de l'Europe et les défis auxquels vous faites face au quotidien, surtout dans le cadre de dire on ne vit pas un instant T, il y a une transformation, il y a des évolutions. Aujourd'hui, quels sont vos besoins, si on doit les résumer? Alors, si je fais déjà un focus sur le fait que le Conseil de l'Europe, c'est bien sûr 46 pays membres, mais c'est 3000 utilisateurs internes. Oui. C'est plus de 6000 utilisateurs externes qui sont des partenaires, des experts. Et aujourd'hui, on a un système d'information qui est très hétéroclite malgré tout. Donc aujourd'hui, la porte d'entrée du système d'information du Conseil de l'Europe, c'est le portail web, c'est l'IFRE, c'est DXP. Donc ça, c'est vraiment important. Mais d'ailleurs, on a pas mal d'autres outils qui doivent travailler ensemble. Donc on fait un gros travail de connexion avec tous ces outils. Et le but, c'est que tout fonctionne au mieux. Je pense qu'on a eu l'occasion hier de faire une petite vision ensemble pendant une session du Conseil de l'Europe qui a été fortement interrompue parce qu'on a des perturbations. On est très en vue aujourd'hui parce que j'ai parlé de nos 46 pays membres, mais il y avait un 47e qui était là encore il n'y a pas longtemps, c'était la Russie, qui a été remerciée pour plein de raisons. Et aujourd'hui, on a vraiment un focus d'attention sur l'Ukraine. Donc le Conseil de l'Europe, il est là aussi pour ça. Par contre, notre défi, sur la partie système d'information, c'est qu'on a ces volontés des fois un peu politiques parce que notre organe décideur, c'est le comité des ministres. Le comité des ministres, c'est les délégués des ministres des différents pays. Et il y a certains pays qui imposeraient leur système. C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent écouter le monde Microsoft, d'autres plus le monde open source. Donc il faut que nous, on trouve un équilibre avec tout ça et qu'on propose un système qui soit viable et qui tienne la route dans le temps, en tenant compte des différents besoins métiers. Parce qu'aujourd'hui, on est aussi, on parlait de service client, on est, nous, DIT, service de technologie de l'information, au service des services opérationnels. C'est nos clients à nous. Donc, on a des demandes régulières, plus de 200 par an, de mise en place de nouveaux outils. Et il faut qu'on arrive à trouver des solutions qui soient homogènes et le plus standard possible par rapport à nos briques technologiques. Donc si je résume, vous avez besoin d'harmonisation, de rapidité, d'agilité, ce que décrivait Moussalam sur la fluidité finalement de ce qu'on donne aux utilisateurs, et aussi de cette prise en compte dans le temps des évolutions technologiques et de leur intégration. Moussalam, en réaction aujourd'hui, quels sont les points d'attention qu'on a quand on est une entreprise comme l'IFRE qui se retrouve confronté à ces problématiques, ces défis, des SI morcelés comme cela, comment on aborde le problème? Aujourd'hui, nous, on est un éditeur logiciel. Nos clients, c'est la DSI. Okay. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire évoluer nos technologies en dehors de contexte de la DSI. Donc au final, lorsque nous, on est en train de réfléchir, développer, avoir une roadmap sur les fonctionnalités,
on regarde qu'est-ce qui se passe au niveau des DSI. Et les DSI aujourd'hui sont confrontés à pas mal de défis, que ce soit l'arrivée de nouvelles technologies comme l'IA, que ce soit les réglementations de plus en plus dures, que ce soit les demandes des métiers, des clients. Donc, on doit toujours réduire les coûts, toujours faire le connaissance de l'existant, il ne faut pas l'oublier. Donc tout cela aussi, ce sont des challenges que nous, on est en train de les prendre et les analyser pour produire qu'est-ce qui peut arriver à faire une valeur ajoutée lorsqu'on adopte notre plateforme. Donc l'idée de notre plateforme, lorsqu'on va l'adopter, elle est basée sur l'open source, très bien. Donc c'est de minimiser le coût, de s'intégrer facilement dans un contexte qui est très complexe. On n'a jamais arrivé chez un client où tout est bien fait, tout est bien. C'est une accumulation Même chez nous. Oui, surtout chez nous. J'aurais dit peut-être oui dans ce cas-là. Et c'est une accumulation de dettes technologiques qui fait que la question, est-ce qu'on fait un Big Bang? Ce n'est jamais le cas. Donc comment on arrive avec une technologie qui va s'adapter à l'existant, pouvoir ramener de l'innovation et une valeur ajoutée à l'existant, accepter ce qui existe, parce qu'on forme les ressources aujourd'hui. Et les ressources-là, ce sont une denrée rare. Donc aujourd'hui, si on veut changer d'un système ou à un autre, la deuxième réflexion, c'est OK, donc on s'intègre dans une architecture. Est-ce qu'on arrive à s'intégrer dans l'architecture existante? Très bien. Par contre, est-ce que je dois reformer toutes mes ressources? Donc ça va prendre du temps. Je vais perdre des ressources, je dois les retrouver. Donc lorsque nous, avec notre plateforme, on est conscient qu'on doit minimiser les efforts sur les ressources, donc on accepte ce qui existe, on dit qu'est-ce que vous avez développé, avec quelle technologie, on va l'adapter, on s'adapte à notre plateforme. L'intégration de l'architecture existante, donc on vous dit il ne faut surtout pas avoir un type d'architecture bien défini, au contraire, on s'adapte à vous. Et en même temps, notre TCO, le TCO en général, il est très, très abordable. Donc, on arrive à quand même avoir une conjoncture, on a répondre à cette conjoncture-là avec cette plateforme-là. Éviter le maximum de friction, prendre en compte le plus possible l'existant et la situation dans laquelle vous venez vous intégrer. Une petite question sur finalement les secteurs, parce que vous parliez de 90 clients en France. C'est vrai que le Conseil de l'Europe, c'est une organisation assez unique. Toutes les entreprises se reconnaîtront peut-être pas forcément dans l'activité du Conseil de l'Europe, j'imagine. Est-ce que les mêmes problématiques se retrouvent dans d'autres secteurs du privé professionnel? Alors en général, les problématiques sont un peu semblables. Par contre, les cas d'usage diffèrent d'un secteur à un autre. Si on regarde un petit peu, on travaille beaucoup avec les assurances et les banques. Donc, et surtout, ce sont aussi des mastodons d'informatique, de systèmes, ainsi de suite. Donc, comment on arrive? Donc, on a des cas d'usage où on fait leur site web, mais là, c'est des usines à sites, c'est très proche ce qu'on fait avec le Conseil de l'Europe. Mais aussi, on a la partie, ce qu'on appelle le Digital Workplace, donc les employés. Et donc là, on a un groupe d'assurance qui fait une centaine de milliers de personnes ici en France. Comment on arrive à engager ces gens-là? Donc ça, c'est un cas, mais aussi on a des questions de marketplace qui vient beaucoup dans la partie e-commerce. On a un exemple d'un grand de l'énergie en France qui fait à peu près 220 000 employés. C'est très intéressant dans le sens où il faut créer une communauté autour de ces gens-là. Et 220 000, c'est quand même un grand village, je dirais, plus qu'un village. Donc, et comment faire avec une technologie? Ils ont créé un marketplace, en gros le bon coin, pour que je vends ma voiture au lieu d'aller ailleurs, peut-être c'est entre nous, ainsi de suite. Et donc ce type de cas d'usage, le dernier, en fait, là on voit de plus en plus un appel sur les usages du low-code. Et donc là aussi, avec une technologie open source, créer des applications avec l'existant du métier, avec l'existant des ingénieurs,
comment on arrive à accélérer, à générer ces applications-là. Donc tout cela, en fait, donc on a de l'assurance, on a des banques, on a les manufacturiers, on a de la défense, de l'énergie, voilà. Tout le monde connaît effectivement ces accélérations sur la facilité finalement d'accès à ces technologies. Ça me fait une très belle transition par rapport à mon autre point, qui est un point d'actualité. Difficile de ne pas parler du sujet, de l'accélération IA qu'on connaît ces derniers mois, ces dernières années. Il y a une démocratisation rapide à laquelle on est confronté. Philippe, quel est l'impact pour vos utilisateurs, pour le SI, sur la partie justement contenu, hein, qui est percutée de plein fouet généralement par l'IA générative à différents niveaux? Quel regard vous portez sur ces évolutions? Alors déjà, au niveau de nous, services informatiques, on a créé une division spécifique qu'on appelle la division de l'innovation. Non pas qu'on n'innovait pas avant, mais elle est vraiment concentrée sur toute cette partie-là, IA. Et on a essayé de suivre le mouvement du mieux qu'on pouvait. Et aujourd'hui, il y a deux aspects. C'est qu'aujourd'hui, on a quand même des clients qui utilisent leur propre ChatGPT dans leur coin. On est en train de mettre en place une solution interne qui va être officiellement, qui est en passe d'être déployée entre septembre et janvier de l'année prochaine, pour nos clients qui sont les utilisateurs du système d'information. Donc c'est plutôt d'un besoin fonctionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je reçois des commentaires sur une convention comme celle de la protection des enfants, je fais du monitoring, je reçois l'information tous les ans et je fais aujourd'hui des gros formulaires. Comment j'arrive à gérer l'information? L'information, elle va être gérée de façon beaucoup plus simple grâce à l'IA. Donc là, on est en train de mettre en place ce genre d'outils pour gérer ce type de problématique. À côté de ça, qui dit IT dit peuple technique de l'informatique et développeurs. Et les développeurs aussi, ils ont besoin de l'IT pour développer plus vite. Donc là aussi, ce n'est pas forcément les mêmes systèmes, mais c'est une autre approche qu'on est en train de mettre en place aussi pour essayer de gagner du temps et être plus réactif. Parce que de façon plus globale, on essaie de ramener nos clients vers des systèmes standards, des fonctionnalités standards, comme le propose Liferay. Plein de fonctionnalités standards. Mais on veut éviter les développements spécifiques. Par contre, on a quand même des besoins de développement un peu particuliers et c'est là-dessus qu'on compte aussi sur l'IA pour développer plus vite les solutions qu'on propose à nos clients. Si on fait le focus sur la gestion de contenu, les DXP, concrètement, que change l'IA générative sur le sujet? Ça produit du contenu, on le sait, ça en consomme aussi de plus en plus d'une certaine façon. Quel regard vous portez chez Liferay sur ces modifications et comment ça vous impacte? Nous, c'est vraiment plein dedans, hein, l'IA. Parce que, en fait, si on regarde les premiers engins, les LLM qui sont sortis, le ChatGPT, c'était quoi? C'était la génération de contenu. Et si on regarde qui sont nos clients qui utilisent la plateforme, c'est les contributeurs qui génèrent du contenu. Donc, au final, tout de suite, on s'est aperçu qu'il y a un impact direct sur les plateformes et c'est les clients qui utilisent nos plateformes. Donc, évidemment, au début, on a tout de suite intégré ces solutions-là. Donc, aujourd'hui, avec un Liferay, on peut intégrer un ChatGPT ou intégrer une solution locale, type construit par un client, pour pouvoir, par exemple, sur la partie contenu. Mais au-delà, avec l'évolution, avec les introductions des agents, ainsi de suite, on voit aussi maintenant un shift important sur ce qui se passe sur le web en général, pour la consommation de contenu sur le web. C'est-à-dire, là, il y avait l'humain qui consommait le trafic, qui consommait le contenu sur les sites web, sur les portails, si on parle du Conseil de l'Europe. Mais maintenant, en parallèle, on commence à voir les agents, l'IA qui commence à regarder. Donc, et là, la problématique est différente. Dans ce que l'on construit la technologie, donc il y a plusieurs, bien sûr, étapes et plusieurs niveaux, mais lorsqu'on construit la technologie, il faut prendre en compte maintenant qu'il y a deux personas. Ce n'est pas juste l'humain. Et donc là, l'humain, il est habitué, par exemple, à consommer, à avoir une page qui peut sortir en une milliseconde, en quelques millisecondes, ainsi de suite. Mais par contre, un agent IA, il n'attend pas. Donc s'il n'a pas une réponse rapide, directe, il lâche, il va chez le concurrent. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est la recherche de l'information. Aujourd'hui, on parlait des SEO, les Search Engine Optimization. À l'époque, là, on parle maintenant de l'AIO et AEO, un truc, enfin, on ne sait pas, il n'y a pas de standard, parce qu'aujourd'hui, l'info qui a été conçue pour l'humain
elle est différente de l'info qui doit être conçue pour l'agent pour avoir un résultat. Et donc, ça, c'est aussi, on le voit rapidement venir. On est en train d'adapter les technologies derrière. Et finalement, il y a aussi tout ce qu'on appelle la partie transactionnelle. La transaction aussi, aujourd'hui, on s'attend demain à que on fait tout. À la rigueur, on ne rentre plus sur un site web, on va le faire tout de l'or avec un logiciel. Donc, comment permettre, pas juste l'info, mais aussi de faire une transaction. Et ça, encore, moi je pense qu'il y aura des standards à venir, qu'on n'est pas encore là. Et ces standards-là vont permettre à avoir un équilibre entre l'humain et l'agent pour pouvoir les aider à évoluer, à faire ces transactions-là. Oui. Donc effectivement, l'IA, ça va être cette grand intermédiaire, hein, quelque part, qui va changer pas mal de choses dans la façon dont on interagit avec les systèmes. J'aimerais également vous poser une dernière question avant de conclure cette séquence. Philippe y a fait référence en filigrane tout à l'heure en citant la Russie. On est dans un contexte où ces dernières années, la situation géopolitique s'est tendue. Il y a eu des changements assez profonds et ça a eu pour effet de bord de remettre sur le devant de la scène un certain nombre de questionnements. Des questionnements liés à la souveraineté numérique d'une part, des pays, des États. Et alors c'est vrai pour les entreprises, pour les organisations, elles ne se posent pas toujours la question en termes de souveraineté, mais en tout cas en termes de dépendance vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs selon potentiellement leur nationalité ou leurs pratiques commerciales ou technologiques. Comment on se pose aujourd'hui, voilà, quand on est l'AIFRE et le Conseil de l'Europe, cette question des dépendances numériques et de la souveraineté? Philippe? Alors déjà, je pense que la situation géopolitique est celle qu'on connaît aujourd'hui. On a toujours été sensible à l'évolution de cette situation-là. Donc il y a toujours une attention portée forte sur cet équilibre-là. En plus de ça, on a, nous, un règlement intérieur administratif et financier qui nous impose des règles strictes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun produit, alors l'AIFRE est un bon exemple, on a 15 ans de partenariat avec eux, mais c'est vrai qu'on ne s'engage jamais au-delà de 3 ans, plus 1, plus 1. C'est-à-dire que tout est remis en cause tous les 5 ans. Alors bien sûr, on tient compte de plein d'autres éléments, mais là, on est bien placé pour en parler. On est en fin d'appel d'offres et de contrat avec l'AIFRE, on va renouveler, on va lancer un appel d'offres. Donc on a cette espèce de garde-fou qui est toujours là. Quel que soit l'outil utilisé ou l'éditeur concerné, on remet en question le système choisi. En plus de ça, on a des pays qui sont quand même très différents, membres du Conseil de l'Europe, et qui ont un niveau d'exigence. Et certains sont plus portés sur certains outils ou certaines technologies que d'autres. Donc on doit tenir compte de tout ça. Et c'est vraiment très fluctuant en fonction de la situation du moment. En tout cas, on essaie d'être le plus vigilant possible parce que nous, on est là pour garantir un accès à un système d'information qui est stable, performant et qui se tient à l'actualité des technologies. Qu'est-ce qui est dans le viseur finalement? C'est plutôt la réversibilité technologique, le fait de pouvoir sortir facilement d'un acteur? Est-ce que c'est les pratiques commerciales aussi des acteurs? Les pratiques commerciales forcément jouent un jeu dans ce débat. Mais c'est vrai que le côté réversibilité est très important. Le côté aussi interconnectivité entre les systèmes est primordial. Encore une fois, nous, Conseil de l'Europe, on a un système d'information qui est très hétéroclite. On a bien sûr du l'AIFRE qui est notre porte d'entrée, mais on a aussi un moteur de recherche spécifique. On a un système de gestion documentaire qui est complètement à part, un système de record management d'archives qui est à part. Donc tout ce monde-là doit travailler ensemble et ça doit être transparent pour l'utilisateur. Donc, quelles que soient les échéances et les évolutions des produits. Donc, c'est là où il y a un vrai challenge. Comment l'AIFRE, qui est une entreprise américaine, répond aux préoccupations d'organisations qui mettent ces sujets soit de souveraineté numérique, soit de dépendance technologique au premier plan dans leur schéma stratégique et dans leur plan stratégique? Ce qu'on a remarqué ces dernières années, en fait, c'est une remontée sur la priorité de la souveraineté. Donc ces questions-là n'étaient pas là directement, mais là, c'est en premier plan. Et nous, en tant qu'éditeur américain, bien sûr, cette question est posée directement à nous, comment nous assurer cette souveraineté.
Et heureusement, je dirais, ça fait que depuis notre création dans les années 2000, vu déjà l'origine et l'ADN de Liferay en tant qu'open source, donc la souveraineté a été innée dès la création de la plateforme et jusqu'à aujourd'hui. Et ça veut dire quoi en open source? C'est que le code source est chez le client, il est maintenu, il est hébergé chez le client. Et donc il a un contrôle complet. Et donc sur la réversibilité, il peut sortir s'il veut à tout moment sans besoin. Donc il n'y a pas ce qu'on appelle le vendor lock-in. Donc on donne déjà par défaut ce contrôle-là. Et donc la data, elle est hébergée. Donc nos investissements aujourd'hui sont sur la version on-premise. C'est-à-dire, et là, on est un des rares, je dirais, éditeurs qui, dans le passé, si on regarde la vague du cloud il y a 10 ans, tout le monde était obligé de passer sur du SaaS et du PaaS et d'être dépendant des grands hyperscalers, et ainsi de suite. Nous, quand même, on a décidé, encore une fois, vu que nous sommes à fonds privé, donc on a décidé de garder cette version on-premise, on l'alimente, on l'investit, pour pouvoir donner. Donc si on regarde nos clients, le secteur public, c'est numéro 1, on a la défense, l'aéronautique, et ça, ce sont des secteurs très, très sensibles là. Donc en donnant ce contrôle avec l'open source, avec les versions on-premise qui sont toujours développées et améliorées, on est en train de répondre facilement à cette question de la souveraineté. Oui, c'est finalement déléguer le contrôle à 100% aux clients. Exactement. Messieurs, merci beaucoup pour vos éclairages et ces explications. J'espère qu'on aura l'occasion de suivre effectivement les prochaines transformations du Conseil de l'Europe. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Aliancy Inspiration et de nouveaux cas d'usage qui seront décryptés ici sur ce plateau. Merci à tous.